Depuis plus d'un siècle, les chemins de fer russes sont la colonne vertébrale de son empire, en gros un squelette de fer qui déplace ses armées et alimente son économie. Aujourd'hui, cette colonne vertébrale se fissure et traverse une crise. Le réseau ferroviaire est miné par l'effondrement des volumes de fret et encombré par plus de 300 000 wagons à l'arrêt. Les trains n'ont jamais été aussi lents depuis 60 ans, révélant un problème plus profond qu'un simple échec économique. La nation subit une pression extrême à cause des sanctions et de la guerre en Ukraine. Pour saisir pourquoi le squelette de la Russie est devenu fragile, il faut remonter des lignes de front au gouffre financier et plonger au cœur des étendues reculées de la Sibérie, où son avenir est en train de dérailler. Au cœur des rapports économiques officiels de la Russie, enfouis dans des feuilles de calcul et des registres de fret, il existe une expression prononcée à voix basse. Cette expression, c'est « autre marchandise », dans le langage secret de l'économie de guerre russe. Ces deux mots désignent des choses dont personne ne veut parler mais dont tous dépendent. Selon les analystes du transport et les experts militaires, « autre marchandise » désigne le fret militaire venant des usines et des Arals, dans l'extrême-orient. Ces trains sont remplis de chars endommagés, marqués par les combats en première ligne, qui partent vers l'est vers les dépôts de réparation, tandis que les trains de chars remis à neuf repartent vers l'ouest, pour décharger ces machines de guerre et autres fournitures, notamment l'acier spécial, des produits chimiques et des composants avancés, sont envoyés aux usines d'armement. L'économie civile transporte des marchandises, mais en Russie, la machine de guerre, prioritaire, en transporte d'autres. Pour comprendre l'ampleur de ce transport de cargaison militaire, il faut suivre l'un des trajets les plus révélateurs au monde. Cela ne commence pas dans une usine russe, mais dans un port situé loin à l'est, là où la Russie rencontre la Corée du Nord. Ici, des conteneurs d'expéditions internationaux standards sont déchargés de navires remplis à ras-bord de millions d'obus d'artillerie anciens, souvent peu fiables. Ceux-ci sont ensuite chargés sur un train, et ainsi commence l'express des obus nord-coréens. Ce train parcourt plus de 5000 miles à travers la Russie jusqu'aux tranchées d'Ukraine. C'est un tapis roulant landette de basse technologie, un symbole que le chemin de fer principal de la Russie a été réduit à un service de livraison pour des munitions empruntées. L'obsession du Kremlin à approvisionner les lignes de front a une conséquence qui étouffe le reste du pays. Rien que pendant les 9 premiers mois de 25, le volume total de marchandises chargées sur les chemins de fer russes a chuté de près de 7%. Imaginez un train de wagons de marchandises vides assez long pour relier New York à Los Angeles 4 fois de suite. La quantité de marchandises transportées a baissé, mais le volume des autres biens reste inchangé. À mesure que de plus en plus de cargaisons militaires sont acheminées vers l'ouest, le moteur de l'économie civile s'assèche. Les chemins de fer transportent bien moins de tout ce qui construit et alimente une nation normale. La construction s'est effondrée, le transport ferroviaire de matériaux de construction et de ciment a chuté de plus de 50%. Les statistiques des nouveaux logements ont chuté d'un quart, Moscou et sa région subissant une baisse de plus de 50%. Le boom de la construction, soutenu autrefois par des subventions, est terminé. Le transport des métaux ferreux, notamment l'acier, a chuté de 50%, les exportations d'acier baissant encore plus. Cela montre le retard de la métallurgie, avec une production nationale en baisse et l'impact des sanctions à l'étranger. Les industries russes vacillent. Même les matières premières essentielles comme le charbon et les produits pétroliers connaissent des baisses, en partie parce que des raffineries clés ont été endommagées et sont en cours de réparation. La Russie fait fonctionner une économie à 2 vitesses, sur la voie rapide, enveloppée de secrets, avec des munitions, des chars et d'autres matériels de guerre. Sur l'autre voie, à l'arrêt sur une voie de garage, se trouve l'avenir, qui comprend les matériaux de construction pour les habitations, les métaux pour l'industrie, les biens nécessaires au bon fonctionnement de la société. La machine de guerre est alimentée, mais elle consomme le système même sur lequel elle fonctionne. La priorité absolue accordée aux autres marchandises a créé une seconde crise, plus visible, ressemblant davantage à une crise cardiaque logistique qui a paralysé l'ensemble du réseau. Imaginez cela comme une partie d'échecs, où un joueur peut déplacer toutes ses pièces encore et encore, tandis que l'autre est forcé de rester assis à regarder ses pièces figées sur place. Voilà la réalité des chemins de fer russes. Les déplacements incessants de l'armée ont complètement bloqué l'échiquier. Le résultat n'est pas seulement un retard, c'est un embouteillage national d'une ampleur épique. Au 25 mars, pas moins de 300 000 wagons de marchandises, soit près d'un cinquième de l'ensemble du parc ferroviaire russe, étaient à l'arrêt. Gares, sur des voies de garage, abandonnés dans des triages isolés, ils encombraient les artères sur 11 fuseaux horaires. C'est la flotte inactive. Le plus fou,
c'est que la plupart de ces wagons ne sont pas vides. Ils sont en réalité chargés des actifs gelés d'une économie civile en attente. Des engrais qui n'atteignent pas les champs, des matières premières absentes des usines et des biens de consommation manquant en rayon. L'effet domino de cette congestion provoque un ralentissement systémique, les lignes principales étant toujours réservées au trafic militaire. Les trains civils, qui finissent par avoir leur tour, ne peuvent avancer qu'à une allure d'escargot. La vitesse moyenne des trains de marchandises est tombée à 40,6 km/h, un niveau inédit depuis la guerre froide. Pour illustrer, un marathonien entraîné pourrait suivre la cadence d'un train de marchandises russe du XXIe siècle. En tenant compte des longues attentes sur les voies de garage et des autorisations de circuler, la vitesse réelle descend à seulement 2 miles par heure, soit environ 35 km/h. Cette lenteur insupportable condamne économiquement dans un monde rapide. Elle rend les exportations russes plus chères et peu fiables face aux concurrents mondiaux. Qui achètera le blé ou le charbon russe s'ils arrivent en retard et coûtent plus cher? Les chemins de fer, jadis atout majeur de la Russie dans le commerce eurasiatique, sont désormais son principal handicap. Le pays essaie de faire tourner une économie mondiale du XXIe siècle avec la logistique d'une relique du milieu du XXe siècle. Alors que les porte-conteneurs, les ventes et les transactions numériques traversent le globe en une fraction de seconde, les marchandises physiques de la Russie avancent à travers le continent à la vitesse de l'ère de la conquête spatiale. Ce goulot d'étranglement crée donc un cercle vicieux auto-renforçant. La guerre exige la priorité, ce qui provoque des embouteillages. Les embouteillages entraînent une lenteur paralysante. La lenteur augmente les coûts, fait fuir les entreprises et réduit l'économie civile. La contraction économique réduit les revenus des chemins de fer et du commerce, les rendant plus dépendants d'un État déjà éprouvé par la guerre. La colonne vertébrale logistique de la nation ne ploie pas seulement sous le poids de la machine de guerre. Le front pourra peut-être être approvisionné un jour de plus, mais le corps de la nation est en train d'être affamé. La santé des chemins de fer russes a toujours été le baromètre le plus fiable de la santé de l'ensemble de l'économie russe. Si les trains roulent, les affaires aussi. S'ils ralentissent, l'économie suit. Et si les chemins de fer perdent de l'argent, c'est le signe d'un problème plus grave. Le moteur économique du pays est en train de tomber en panne en l'espace d'une seule année. Ce baromètre s'est mis à retentir comme une alarme assourdissante. Les chemins de fer russes ont effectué un virage financier si brusque qu'il défie toute croyance. Un bénéfice de 4 milliards de roubles, soit environ 546 millions de dollars. Au cours des 9 premiers mois de 24, il est passé à une perte nette de 54 millions de dollars pour la même période en 25. Ce n'est pas une baisse ou un ralentissement, c'est un effondrement. La RJD, c'est-à-dire la Compagnie nationale des chemins de fer russes, fonctionne maintenant à perte pour la première fois en 5 ans. Le gouvernement s'appuie sur l'argent et les impôts des grandes entreprises publiques, comme les chemins de fer russes, pour financer ses objectifs. Cependant, les bénéfices qui alimentaient autrefois les comptes du pays ont disparu. À leur place subsiste un gouffre financier nécessitant des mesures extrêmes pour être comblé. Le chemin de fer n'est plus un outil qui crée de la richesse pour les projets nationaux. Il devient un fardeau massif qui épuise la richesse. Pour masquer le problème, les dirigeants ont utilisé des astuces financières tape à l'œil et une corruption profonde, aggravant la situation. Derrière ces pertes se cache un problème plus grave. Une forte dépendance à la dette s'est muée en crise. Même après la baisse des revenus du transport de marchandises, les chemins de fer russes ont continué à dépenser, agissant comme le font souvent les groupes désespérés. Ils ont emprunté une somme incroyable. Ils ont créé un monstre financier qui menace maintenant de détruire la société qu'il a construit. Les chiffres sont si grands qu'ils perdent tout sens sans contexte. Les chemins de fer russes sont désormais liés à une dette d'environ 4000 milliards de roubles. Pour mettre cela en perspective, cela représente environ 50 milliards de dollars. C'est une somme supérieure à la production économique annuelle totale de certains pays européens. Cela signifie que la Compagnie nationale des chemins de fer est le plus grand créancier du pays, après l'État lui-même, et elle devient chaque jour plus gourmande. Cette dette était autrefois gérable, mais les conditions économiques de la guerre l'ont transformée en une bête prédatrice. Pour contrer l'inflation due aux dépenses militaires et sanctions, la Banque centrale russe a relevé les taux d'intérêt à des niveaux historiques. On peut considérer cette hausse du taux d'intérêt à 21%, non pas tant comme un appel à l'aide, mais plutôt comme un cri de douleur de la Banque centrale. Pour les chemins de fer russes, cela a été une condamnation à mort. Le coût du service de la dette et du paiement des intérêts a explosé. En un an, ces intérêts ont doublé, atteignant 132 milliards de roubles, soit environ 4 milliards de dollars. Réfléchissez un instant à la folie de cette situation. L'entreprise paie plus d'intérêts sur ses anciens prêts
qu'elle n'investit dans l'ensemble de l'avenir de ces infrastructures en ruine. C'est la boucle parasitaire ultime, emprunter pour rester à flot, seulement pour voir le coût de cet emprunt empêcher toute chance de redressement. Le Kremlin panique et organise des réunions d'urgence pour sauver le géant ferroviaire, tandis que le gouvernement étudie frénétiquement des options toxiques. Elles ressemblent à un aveu d'échec systémique. Le plan principal prévoit un grand échange de dettes contre actions. Les banques d'État devraient annuler des centaines de milliards de dettes contre des parts dans la compagnie ferroviaire. C'est une nationalisation catastrophique. Un sauvetage dont le prix est le démantèlement de l'entreprise elle-même. Une autre option serait simplement d'augmenter les tarifs de fret pour tous les autres. Cela revient à imposer un impôt caché lourd sur les rares industries rentables en Russie, dont les exportations de charbon et de céréales, les rendant aussi moins compétitives à l'international. Alors que la dette grandissait, les actions publiques de la direction des chemins de fer russes ont créé un scandale illustrant la décadence du système. La force vitale du chemin de fer, c'est sa flotte de locomotives, ces énormes moteurs qui tirent tout. Cette flotte est vieillissante, avec la moitié de ces 20 000 locomotives qui rouillent en attendant la retraite. Pour simplement maintenir le niveau de service actuel, déjà très affaibli, les experts estiment que les chemins de fer russes doivent acheter 1000 nouvelles locomotives chaque année. Le coût annuel pour assurer la survie s'élève à au moins 0,7 milliard de dollars. C'est le prix essentiel pour maintenir le système en fonctionnement et éviter qu'il ne s'arrête complètement en 2024, alors que le fret disparaissait et que la dette explosait. La direction des chemins de fer russes a approuvé un accord stupéfiant. Sur les 19 milliards de dollars prévus, ils ont dépensé 2,4 milliards, mais pas pour de nouveaux dépôts de maintenance ni un système de signalisation moderne. Ils ont plutôt acheté un gratte-ciel de luxe dans le quartier exclusif de Moscow City à Moscou, pour y installer leur nouveau bureau d'entreprise. Les ingénieurs en Sibérie demandèrent des pièces pour les trains, tandis que les bureaucrates à Moscou sélectionnèrent du marbre pour un nouveau hall. C'est le paradoxe ultime de l'investissement, choisir un palais pour les cadres plutôt que les machines vitales de la nation. Ce n'est pas simplement une erreur de gestion, c'est un transfert direct de richesse. L'argent est prélevé sur le monde essentiel et laborieux des usines, pour être transféré entre les mains de petits groupes d'élites malhonnêtes. Le gratte-ciel se dresse comme une statue permanente pour un gouvernement qui a oublié sa mission. Il préfère montrer sa puissance à la capitale plutôt que d'améliorer routes et lignes électriques. Après avoir creusé un énorme trou dans son budget, les chemins de fer russes ont dû annoncer des coupes désespérées. Son programme d'investissement total est réduit de %. Cela signifie qu'aucune nouvelle locomotive ne sera achetée. Les voies délabrées ne seront pas totalement réparées, et la modernisation essentielle pour sortir de la crise a été annulée. Pour payer les erreurs du passé, l'achat du gratte-ciel a activement saboté l'avenir, garantissant que la dégradation physique du réseau continuera. Ce scandale associe problèmes financiers et mauvaise gestion dans un réseau de corruption. La guerre a causé d'énormes pertes et une dette massive. Au lieu de résoudre le problème, les dirigeants ont détourné l'argent pour un projet de prestige. Pour aggraver les choses, les bénéfices disparus et les dépenses imprudentes ouvrent la voie à l'effondrement total que nous voyons se produire en ce moment. En privilégiant une tour en verre luxueuse aux outils essentiels, les chemins de fer russes doivent désormais faire d'importantes coupes, réduisant leur budget de 40%. Cela équivaut à environ 600 milliards de roubles, soit 7,4 milliards de dollars. Ce n'est pas un plan intelligent, c'est une capitulation. Ils sacrifient l'avenir de tout le réseau ferroviaire simplement pour dissimuler les échecs d'aujourd'hui. Ces coupes concernent ce que la société jugeait essentiel il y a quelques mois. L'achat de 1000 trains par an n'est plus qu'un rêve. L'argent destiné à réparer les voies délabrées de la vitale ligne transsibérienne a disparu. Les fonds pour moderniser les équipements, réparer les ponts et obtenir les pièces sanctionnées sont gelés ou supprimés. Le coût humain immédiat de cette crise financière se fait déjà sentir, bien loin du hall du gratte-ciel de Moscou. Pour économiser de l'argent, les chemins de fer russes ont commencé à imposer des congés forcés non payés à leur armée de travailleurs, une réduction de salaire obligatoire de 2 jours par mois. Pour beaucoup, pire encore, en octobre, l'entreprise a été contrainte de procéder à ses premiers licenciements. Cela crée une spirale mortelle dangereuse pour l'entreprise. Le système ralentit, faute de personnel. L'entreprise licencie pourtant ceux essentiels au fonctionnement. Les salaires et l'esprit d'équipe disparaissent aussi. Les travailleurs qualifiés restants veulent aussi partir, aggravant la pénurie. Nous allons maintenant examiner cette crise croissante. Ces suppressions de postes désespérés instaurent une réalité terrifiante. Pendant des décennies, même en période difficile, le chemin de fer était considéré comme une priorité digne d'un investissement constant pour maintenir l'unité et la puissance nationale. Aujourd'hui, il est traité comme une usine en faillite. L'État n'intervient pas avec un plan de sauvetage pour reconstruire. Il force le chemin de fer à se cannibaliser lui-même.
La guerre en Ukraine ne consomme pas seulement des soldats au front, elle démantèle aussi l'armée d'ouvriers qualifiés qui fait fonctionner le pays. Alors que la dette se mesure en milliers de milliards de roubles, la crise de main-d'œuvre se compte en milliers. Les chiffres officiels donnent le vertige. Les chemins de fer russes manquent actuellement d'environ 500 ingénieurs et 3000 conducteurs et membres d'équipage. Pour saisir l'ampleur du problème, voyez-le ainsi. Chaque jour, 200 trains de marchandises ne quittent même pas la gare parce qu'il n'y a personne pour les conduire. Voilà à quel point la situation est devenue grave. Ce n'est pas qu'un scénario hypothétique, c'est une perte quotidienne de services et un impact constant sur les approvisionnements essentiels au fonctionnement du pays. La pénurie de main-d'œuvre est causée par l'économie brutale de la guerre et sa demande insensée en hommes. De nombreux ouvriers qualifiés ont été directement mobilisés dans l'armée. De nombreux autres ont été attirés par les généreuses primes d'engagement, bien supérieures à leur salaire de cheminot. Beaucoup, anticipant la situation, ont quitté le pays, rejoignant la fuite des cerveaux qui privent la Russie de ses professionnels. Le système ferroviaire se bat pour garder ses propres employés face aux poches bien remplies du ministère de la Défense, et il perd lamentablement. Les coupes budgétaires dont nous parlons aggravent activement cette crise, créant un cercle vicieux de déclin. Les congés forcés non payés et les premiers licenciements ne sont pas que des économies. Ils envoient aussi un signal au reste du personnel. Ils disent à chaque ingénieur et conducteur que leur travail n'est plus valorisé, que leur avenir est instable, et qu'eux aussi devraient chercher à partir. Alors que le système doit attirer et garder les talents, il les repousse activement. Cette fuite de main-d'œuvre s'accélère et garantit que les retards vont s'allonger, que l'entretien deviendra plus bâclé, et que la résilience du réseau ferroviaire va s'estomper. Cette crise humaine transforme les problèmes du chemin de fer de Mécanix à existentiels. Une locomotive se répare avec du temps et des pièces, une portion de voie se remplace. Mais l'expertise d'un conducteur chevronné connaissant chaque virage des voies transsibériennes, ou la compétence d'un ingénieur qui répare des moteurs complexes rien qu'en les écoutant, il faut des années pour acquérir cela. Ces experts sont difficiles pour remplacer. La guerre et le manque de fonds gouvernementaux endommagent non seulement le matériel, mais effacent aussi la mémoire du chemin de fer. Même si l'argent revenait demain, il resterait peu de personnes sachant faire fonctionner le système. La perte de ces travailleurs qualifiés a une conséquence évidente et douloureuse. Les machines qu'ils réparaient tombent maintenant en panne. Les locomotives modernes, faites de pièces du monde entier, manquent d'approvisionnement à cause des sanctions occidentales. Cela a transformé les ateliers de réparation en cimetières pour machines mourantes. Cette crise est celle des sanctions et de la famine. Des composants essentiels tels que roulements spécialisés, électronique avancée et systèmes hydrauliques complexes étaient auparavant importés d'Europe et d'ailleurs. Aujourd'hui, ces chaînes d'approvisionnement sont closes. Ce n'est pas un arrêt, mais une dégradation, une progression douloureuse en boitant. Locomotives et wagons de marchandises restent hors service, faute de pièces jamais livrées. Si jamais ils fonctionnent, ils roulent plus lentement et tombent en panne plus fréquemment parce qu'ils opèrent avec des solutions de fortune ou improvisées. La Russie essaie de remplacer par des pièces nationales, mais ce processus est trop lent. De plus, les pièces fournies sont de moindre qualité et ne couvrent pas l'ampleur des besoins. Le réseau ferroviaire ne vieillit pas seulement, il reste technologiquement dépassé, aggravé par une chaîne de production inadéquate pour l'avenir. La fabrication de nouvelles locomotives en Russie est au point mort, dans la première partie de 25. La production de locomotives électriques principales a chuté de 13%, tandis que la production de locomotives diesel a diminué de 6%. Ce déclin résulte directement des sanctions contre la Russie et du chaos dans la chaîne d'approvisionnement, empêchant les usines d'obtenir les composants nécessaires à la fabrication de nouvelles machines. Ainsi, alors que la flotte existante s'use plus rapidement en raison du manque de pièces de rechange, le flux de remplacement diminue également. Le système est piégé. Il ne peut ni entretenir ses biens, ni en construire de nouveaux, menant à la cannibalisation, une pratique désespérée et destructrice. Pour garder une locomotive essentielle en service pour un trajet de plus, les mécaniciens doivent prélever des pièces comme pompes, panneaux de contrôle, générateurs et d'autres éléments sur d'autres trains. Stationné dans la cour, c'est un vol chirurgical qui sauve un patient en sacrifiant un autre. Lorsque cela arrive, le véhicule d'honneur devient une source permanente de pièces, sa carcasse étant dépouillée pour prolonger la vie d'un autre. Le système ferroviaire utilise maintenant ses actifs comme un stock de pièces détachées en diminution. La dégradation de la main-d'œuvre et des machines crée une grande opportunité. Cette vulnérabilité permet une attaque directe, transformant l'histoire des chemins de fer russes de la décadence à la guerre active. Chers téléspectateurs des informations de dernière minute, 2 trains dans différentes parties de la région de Leningrad, à l'ouest de la Russie, ont déraillé. Cela s'est produit tôt dimanche matin, causant la mort d'un conducteur de train et perturbant le trafic ferroviaire.
L'incident est survenu quelques heures après qu'un engin explosif a détonné sur une portion de la voie ferrée dans la région d'Oriol, à l'ouest de la Russie. Les réseaux ferroviaires russes subissent des sabotages ciblés par les forces ukrainiennes. Ces attaques ne sont plus de simples événements isolés. Elles font partie d'un effort planifié visant à transformer de petites failles dans le système en un effondrement total. Les sanctions réduisent l'accès aux pièces détachées, et la mauvaise gestion gaspille l'argent, tandis que le sabotage frappe soudainement les points faibles. La stratégie, viser les points d'étranglement. Un événement marquant s'est produit en novembre 2025. Une puissante explosion a déraillé un train de marchandises sur le transsibérien près de Sosnovka, dans la région de Khabarovsk, à l'est. Ce n'était pas n'importe quelle ligne, c'était l'artère principale du Shell Express nord-coréen, qui transporte des munitions de la côte pacifique jusqu'au front ukrainien. L'explosion a fait bien plus que détruire un seul train. Elle a coupé la principale voie logistique alimentant la machine de guerre, stoppant tout trafic sur cette section vitale à un moment crucial. Outre les explosions ponctuelles, les services de renseignement ukrainiens et leurs alliés ont mené une campagne d'incendie contre les locomotives. Avec des mélanges incendiaires, les saboteurs ont brûlé des dizaines de locomotives dans des dépôts et gares de triage en Russie. Ils ciblent les systèmes de contrôle et réservoirs de carburant, voulant détruire ces machines complexes, pas seulement les retarder. L'impact psychologique de ces attaques est aussi grave que la destruction physique. Elle montre que même les régions reculées, telles que la Sibérie, ne sont pas à l'abri. La Russie doit détourner ses rares ressources, personnel, forces de sécurité et équipes de réparation de la maintenance, pour surveiller des milliers de kilomètres de voies ferrées. Cela installe un climat de peur et d'incertitude, démoralisant davantage une main-d'œuvre déjà touchée par des congés non payés et des licenciements. Ces attaques profitent d'un réseau ferroviaire saturé par le trafic, exploité par des travailleurs épuisés et découragés. Le réseau dépend de vieilles machines qui ne peuvent pas être remplacées. Les saboteurs n'ont pas besoin de détruire tout le système pour réussir. Ils doivent seulement donner un dernier coup de pouce à un système déjà défaillant. Une explosion sur une section encombrée et à voie unique du transsibérien peut causer des retards à travers 11 fuseaux horaires. En résumé, le sabotage ukrainien accentue la pression sur une structure déjà en train de s'effondrer. Les conséquences de ces attaques et de la dégradation du système se voient surtout dans le recentrage de la Russie vers l'Asie, les marchés européens étant largement fermés par les sanctions. La stratégie économique du Kremlin vise principalement à répondre à la forte demande de ressources de la Chine. Le rêve était que les chemins de fer transsibériens et Baïkal-Amour deviennent la nouvelle route de la soie, un pont à grande capacité entre l'Est et l'Ouest. En réalité, ces routes légendaires ploient sous la pression. Certaines sections restent à voie unique, forçant les trains à attendre longtemps, dans des forêts silencieuses, le passage d'un train opposé. En conséquence directe, les grands projets géopolitiques censés ancrer ce partenariat sont abandonnés. Le Kremlin a officiellement déclaré irréalisable la ligne ferroviaire prévue de Sibérie du Nord, destinée à relier la Sibérie au nord-ouest de la Chine. La raison officielle est le coût faramineux estimé à 144 milliards de dollars. Mais la vérité, c'est que la compagnie ferroviaire russe d'État n'a plus la force financière ni la capacité opérationnelle pour même envisager un tel méga-projet. Le système étant si peu fiable, le monde cherche à le contourner. Pour la Chine, utiliser les chemins de fer russes est un vrai casse-tête. Les responsables chinois prévoient d'investir dans des routes alternatives en Asie centrale et sur la mer Caspienne. Ces voies ferrées, moins modernes, sont toutefois plus rapides et fiables. Beaucoup d'entreprises optent pour le trajet en bateau autour des côtes européennes. C'est plus long, mais moins cher et plus régulier. Le système ferroviaire en ruine touche durement les citoyens russes ordinaires, surtout ceux qui vivent dans des régions isolées, afin de continuer à gagner de l'argent grâce aux exportations. Le gouvernement s'assure que les trains à destination de la Chine passent en priorité. Les trains locaux acheminant nourriture, médicaments et fournitures vers les villes russes sont écartés et retardés. Pendant longtemps, le gouvernement ignore essentiellement les besoins de son propre peuple afin de continuer à financer sa guerre et son commerce. Cela a conduit à des rayons de magasins vides et à un sentiment que le pays est en train de s'effondrer. Au lieu d'aider l'économie à croître, le chemin de fer est maintenant en train de se détruire de l'intérieur. L'un des problèmes avec la réalisation de vidéos comme celle-ci, où nous montrons beaucoup de frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'est blessé. Dans la vidéo, YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, selon YouTube, 4 de nos vidéos de guerre ont été démonétisées. Montrer des frappes de drones ou même des images des lignes de front n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne. Et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous pensons donc qu'il est important de tout couvrir, et c'est pourquoi nous avons lancé notre propre plateforme, Business Basics.
Nous l'avons construite à partir de zéro, donc nous n'avons aucune restriction. Nous n'avons pas besoin de flouter nos frappes de drones. Nous n'avons pas besoin de flouter nos images du front. Et nous n'avons pas besoin de flouter les bases aériennes russes qui sont détruites. En plus de cela, nous ne diffusons aucune publicité sur le site. Ainsi, nous n'avons pas à nous censurer car les annonceurs ne sont pas satisfaits de notre contenu. Nous finançons le site grâce à votre soutien, pas par la publicité. Donc, si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de couverture, et si vous voulez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne ainsi que toutes les vidéos que nous publierons à l'avenir. Vous soutiendrez aussi notre chaîne et notre couverture, merci beaucoup. Je suis Sam et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.